Bonjour à tous, esprits curieux. Bienvenue dans une nouvelle exploration intellectuelle. Avez-vous déjà eu l'impression que la société conspire constamment contre votre individualité? Que le prix à payer pour s'intégrer est, bien souvent, de renoncer à votre propre voix? Vous n'êtes pas seul dans ce sentiment. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'esprit de l'homme qui a diagnostiqué cette anxiété moderne il y a près de 2 siècles. Un penseur qui nous a mis au défi de nous faire confiance avec une ferveur radicale et de chercher le divin, non pas dans des temples de pierre, mais au cœur des forêts. Nous parlons de Ralph Waldo Emerson, le père du transcendantalisme américain. Un philosophe qui n'a pas seulement écrit des essais, mais qui a allumé une révolution spirituelle qui brûle encore sous la surface de notre culture obsédée par le succès et l'image. Mais comment un ancien pasteur unitarien de Boston est-il devenu le prophète de la désobéissance intellectuelle? Et qu'a-t-il à nous dire aujourd'hui sur l'authenticité dans un monde d'algorithmes et d'imitations? C'est la grande question à laquelle nous allons répondre ensemble. Avant de commencer, un petit commentaire. Pour donner vie à ce récit, j'ai utilisé des outils d'intelligence artificielle pour générer les images que vous voyez. Considérez-les comme une toile, une façon d'illustrer les idées et l'ambiance de ce que nous racontons. Elles ne seront pas toujours une représentation littérale, mais un accompagnement visuel pour laisser libre cours à votre imagination avec moi. J'espère de tout cœur que vous apprécierez. Pour comprendre Emerson, nous devons voyager au 19e siècle, plus précisément dans la Nouvelle-Angleterre des années 1830. Les États-Unis étaient une jeune nation, cherchant encore son identité culturelle, loin des vieilles traditions de l'Europe. Né en 1803 à Boston, Emerson descendait d'une longue lignée de ministres du culte. Son destin semblait gravé dans la pierre. Il devait suivre les traces de ses ancêtres, monter en chair et prêcher la doctrine établie. Et au début, c'est ce qu'il a fait. Il est devenu pasteur de la seconde église de Boston. Il était éloquent, respecté et menait une vie stable. Mais sous la surface, une tempête se préparait. Emerson sentait que la religion institutionnelle était devenue froide, un cadavre de rituels vides. La tragédie a frappé sa vie très tôt. En 1831, sa jeune épouse, Hélène, meurt de la tuberculose. La douleur fut dévastatrice. Cette perte n'a pas seulement brisé son cœur, elle a rompu les derniers liens qui l'unissaient à l'orthodoxie religieuse. Emerson a commencé à tout remettre en question. Comment une institution pouvait-elle offrir du réconfort si ses rites semblaient mécaniques? Dans un acte d'un courage inouï pour l'époque, il démissionna de son poste de pasteur. Il déclara qu'il ne pouvait plus administrer la communion en toute bonne conscience. Imaginez ce que cela signifiait. Renoncer à sa carrière, à son statut et à sa sécurité financière. Emerson s'est jeté dans le vide. Il avait besoin de trouver une vérité qui ne dépende ni des vieux livres sacrés, ni des hiérarchies ecclésiastiques. Il avait besoin d'une vérité vivante. Pour guérir et chercher des réponses, il voyagea en Europe. Là-bas, il rencontra de grands penseurs comme Thomas Carlyle et les poètes romantiques. Mais le plus important n'était pas ce qu'il apprit d'eux, mais ce qu'il découvrit sur lui-même. L'autorité n'était pas à l'extérieur, elle était à l'intérieur. Il revint aux États-Unis transformé. Il s'installa à Concord, dans le Massachusetts, un village qui allait bientôt devenir l'épicentre intellectuel de l'Amérique. Là, entouré de forêts et d'amis brillants, il commença à formuler ce que nous appellerions le transcendantalisme. Mais qu'est-ce que le transcendantalisme exactement? Ne soyez pas effrayés par le mot. En essence, c'est la croyance que la réalité fondamentale n'est pas la matière que nous touchons, mais l'esprit qui réside derrière elle et en nous. C'est une philosophie de l'intuition. Pour Emerson et ses compagnons, chaque individu a un accès direct au divin. Vous n'avez pas besoin d'un prêtre, ni d'un intermédiaire, ni d'une Bible pour parler à Dieu ou à l'univers. Cette connexion est déjà installée dans votre propre âme. Il suffit de savoir l'écouter. C'était radical, dire aux gens du 19e siècle que leurs propres intuitions étaient plus sacrées que les lois de l'Église ou de l'État frôlaient l'hérésie. Emerson plaçait l'individu au centre de l'univers moral. En 1836, il publia son premier livre, un essai intitulé simplement « Nature ». Ce petit ouvrage fut le cri de ralliement du mouvement. Emerson y propose que la nature n'est pas seulement de la matière morte destinée à être exploitée. Pour lui, la nature est le langage du spirituel. C'est le symbole visible de Dieu. Quand nous entrons dans la forêt, nous ne fuyons pas la réalité. Nous y revenons. Nous nous dépouillons des couches artificielles de la société. Il y a un passage célèbre dans cet essai où Emerson décrit une expérience mystique. Il dit que, debout sur la terre nue, baigné par l'air, son égoïsme s'évanouit. Il devient, selon ses mots, un œil transparent. Il écrit « Je ne suis rien, je vois tout. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu. » Cette image de l'œil transparent est cruciale. Elle signifie que nous cessons d'être un obstacle pour devenir un canal de perception pure. Pensez-y un instant. Dans notre vie quotidienne, nous sommes opaques. Nous sommes remplis de préoccupations, d'ambitions et de peurs. Nous bloquons la lumière. Emerson nous invite à devenir transparents,
à laisser la beauté de l'univers passer à travers nous sans résistance. Cette connexion avec la nature n'est pas seulement esthétique, elle est morale. Emerson pensait que la nature nous enseigne des leçons, la patience de l'arbre, le cycle des saisons, la fluidité de l'eau. Tout ce qui est à l'extérieur est le miroir de quelque chose que nous portons en nous. Mais la philosophie d'Emerson ne s'est pas limitée aux forêts. Son idée la plus puissante et peut-être la plus nécessaire aujourd'hui est celle qu'il a développée dans son essai « La confiance en soi » ou « Self-Reliance » en anglais. C'est son manifeste définitif. La thèse centrale est brutalement simple et difficile à appliquer. Vous devez vous faire confiance. Emerson soutient que la société est une conspiration contre l'individualité de chacun de ses membres. La société aime les titres et les coutumes, mais elle déteste la réalité. Il écrit une phrase qui devrait être gravée dans l'esprit de tout créateur. L'imitation est une forme d'effacement de soi. Quand vous imitez quelqu'un d'autre, vous faites disparaître votre propre essence. S'accepter tel que l'on est, avec ses vertus et ses défauts, est le premier pas vers la grandeur. Emerson observait que nous envions les génies comme Moïse, Platon ou Milton. Mais pourquoi sont-ils des génies, ça? Parce qu'ils ont dit ce qu'ils pensaient, eux, et non ce que d'autres hommes pensaient. Le génie n'est rien d'autre que de croire que ce qui est vrai pour vous, dans votre cœur, est vrai pour tous les hommes. Souvent, nous rejetons nos propres pensées parce qu'elles viennent de nous. Puis, nous voyons ces mêmes pensées exprimées par un écrivain célèbre et nous nous disons « Tiens, c'est exactement ce que je ressentais ». Emerson nous dit de valoriser cette intuition originale avant de la perdre. Un autre grand obstacle à la confiance en soi est le besoin de cohérence. Nous avons peur de changer d'avis parce que nous ne voulons pas être traités d'hypocrites. Emerson attaque cela avec l'une de ses phrases les plus citées et souvent mal comprises. Il dit qu'une cohérence stupide est le petit démon des esprits étroits. Si aujourd'hui vous pensez une chose et que demain les faits vous en montrent une autre, dites-le avec la même force, même si cela contredit tout ce que vous avez affirmé hier. Ne soyez pas l'esclave de votre passé. Il affirme « Être grand, c'est être mal compris ». Pythagore, Socrate, Jésus, Luther, Copernic, Galilée, Newton. Tous ont été mal compris en leur temps. Si vous cherchez l'approbation constante de vos voisins, vous ne ferez jamais rien qui en vaille la peine. Attention, cette confiance en soi n'est pas un égoïsme narcissique. Emerson ne nous dit pas d'être arrogant. Il nous dit d'écouter cette voix intérieure qu'il appelle la surâme ou l'oversoul. C'est une connexion universelle que nous partageons tous. Quand vous faites confiance à votre intuition la plus profonde, paradoxalement, vous vous connectez à tous les autres, car au fond, la vérité humaine est unique. En n'étant plus vous-même, vous devenez plus universel. C'est là toute la magie de la pensée d'Emerson. Son influence était magnétique. À Concorde, il s'entoura d'esprits brillants. Henry David Thoreau, qui construisit sa cabane à Walden Pond, était son disciple et son ami. Thoreau mit en pratique la théorie d'Emerson en vivant délibérément dans la nature. Il y avait aussi Margaret Fuller, l'une des premières féministes américaines et une intellectuelle redoutable. Ensemble, ils dirigèrent la revue The Dial, diffusant ses idées transcendantalistes qui prônaient la réforme sociale, l'éducation et l'art. Emerson n'était pas un ermite. Il voyageait pour donner des conférences dans tout le pays. C'était l'intellectuel public de son époque. Il s'exprima contre l'esclavage et, bien qu'il ait rejoint la cause abolitionniste tardivement, il finit par être une voix puissante en faveur de la liberté humaine. Cependant, sa vie ne fut pas exempte de douleur. La mort de son premier fils, Waldo, à l'âge de 5 ans, l'ébranla jusque dans ses fondements. Il écrivit un poème déchirant intitulé Thrénodie. Même le grand philosophe de l'optimisme dut lutter contre l'obscurité. Cette souffrance donna une profondeur nouvelle à sa pensée. Son optimisme cessa d'être naïf pour devenir une résilience acquise de haute lutte. Il comprit que le destin est parfois cruel, mais que l'esprit humain a la capacité de transcender même la douleur. En vieillissant, Emerson s'inquiéta que ses idées soient mal interprétées. Il voyait comment l'individualisme pouvait dériver vers un matérialisme rapace qui commençait à dominer les États-Unis. Il prônait l'autosuffisance de l'âme, pas celle du portefeuille. Il est important de faire cette distinction. L'homme autodidacte du capitalisme moderne cherche à accumuler des richesses. L'homme confiant en lui-même d'Emerson cherche à accumuler du caractère, de la vérité et une connexion avec le cosmos. Ce sont deux monnaies très différentes. L'héritage d'Emerson est immense. Il a influencé Nietzsche, qu'il appelait un frère spirituel. Il a influencé les pragmatistes comme William James. Et bien sûr, il est le grand-père intellectuel du mouvement écologiste moderne. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, ses paroles résonnent avec une urgence nouvelle. Nous vivons dans une chambre d'écho constante. Les réseaux sociaux nous récompensent lorsque nous nous conformons, lorsque nous utilisons les mêmes filtres, lorsque nous pensons comme notre tribu. Emerson nous crie depuis le 19e siècle « Arrêtez, éteignez le bruit. Allez dans la forêt, ou du moins, allez dans le silence de votre propre chambre. Demandez-vous ce que vous pensez réellement
et non ce que votre fil d'actualité vous dicte. Récupérez votre souveraineté mentale. La nature, nous rappelle-t-il, est l'antidote à l'artificialité. Pas besoin d'aller à Yosemite pour la trouver. Elle est dans le parc du coin, dans le ciel au-dessus de la ville, dans la plante que vous arrosez sur votre fenêtre. C'est un rappel des rythmes réels. Et concernant la confiance, combien de projets n'avez-vous pas commencé par peur du « qu'en dira-t-on » ? Combien de fois avez-vous tué votre opinion pour ne pas déranger ? Emerson nous dit que l'inconfort est le prix de l'intégrité. N'ayez pas peur d'être vous-même. Il nous enseigne que chacun de nous a une vocation unique. Pas forcément un métier, mais une façon unique de voir et d'être au monde. Nier cela, c'est nier le cadeau que la vie vous a fait. Votre vie est votre œuvre d'art. Bien sûr, c'est difficile. La pression pour se conformer est titanesque. Mais Emerson nous assure que les grandes âmes sont toujours celles qui osent briser le moule. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont suivi le courant, elle se souvient de ceux qui l'ont changé. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez perdu, souvenez-vous de l'œil transparent. Rappelez-vous que vous faites partie du tout, que votre intuition vaut autant que celle de n'importe quel expert, que la nature attend de renouveler votre esprit. Ralph Waldo Emerson ne nous a pas donné un système philosophique rigide. Il nous a donné une attitude, une posture face à la vie. Une invitation à vivre de l'intérieur vers l'extérieur et non l'inverse. Il nous a donné la permission d'avoir confiance. Ses essais sont difficiles, denses et parfois contradictoires. Mais ils en valent l'effort. C'est comme marcher sur un sentier de montagne. C'est fatigant, mais la vue depuis le sommet change votre perspective à jamais. J'espère que ce voyage à travers la pensée d'Emerson a allumé une étincelle en vous. Ne vous contentez pas de cette vidéo. Lisez Nature, lisez la confiance en soi. Laissez ces mots vous mettre au défi. Imaginez un instant un monde où tout le monde agirait avec cette authenticité radicale, où la peur du jugement d'autrui disparaîtrait. Ce serait un monde chaotique peut-être, mais vibrant, honnête et profondément humain. C'est le rêve transcendentaliste. Rappelons-nous son avertissement sur les livres. Les livres sont faits pour les moments de loisir de l'écolier. Quand nous pouvons lire Dieu directement dans la nature ou dans notre esprit, les livres deviennent superflus. Utilisez-les pour vous inspirer, pas pour vous asservir. Emerson croyait au potentiel infini de l'être humain. En toi, disait-il, il y a un homme endormi qui est un géant. Réveillez-le. Ne laissez pas les trivialités du quotidien engourdir cette grandeur latente. La vie est une expérience. Plus vous faites d'expériences, mieux c'est. N'ayez pas peur d'échouer. L'échec n'est qu'une information. La véritable tragédie est de ne pas avoir essayé de vivre sa propre vérité par peur de se tromper. Au final, ce qui reste d'Emerson, c'est cette voix calme mais ferme qui nous dit « Vous êtes suffisant ». Vous n'avez pas besoin de titres, ni de richesse, ni de l'approbation de la foule pour avoir de la valeur. Votre existence est déjà un miracle divin. Dans Le silence des bois de Concorde, il a trouvé sa réponse. Et il nous a laissé la carte pour que nous trouvions la nôtre. Pas dans ses forêts, mais dans les nôtres. Pas à son époque, mais à la nôtre, maintenant même. La philosophie ne sert à rien si elle reste sur le papier. Elle doit être vécue. Elle doit être respirée. Elle doit être transpirée. Emerson ne voulait pas de lecteurs. Il voulait des hommes et des femmes actifs, pensants et libres. Je vous laisse donc avec ce défi. Demain, quand vous ressentirez la pression de vous conformer, de dire oui alors que vous voulez dire non, souvenez-vous d'Emerson. Faites une petite pause et choisissez, ne serait-ce que pour un instant, la confiance en vous-même. Car comme il l'a dit, rien n'est sacré, sauf l'intégrité de votre propre esprit. Protégez cette intégrité, nourrissez-la, et vous verrez comment le monde commence à changer autour de vous, ou du moins, votre façon de voir le monde. Merci de m'avoir accompagné dans ce parcours à travers la vie et l'œuvre de Ralph Waldo Emerson. Ce fut un plaisir d'explorer ces idées avec vous. L'histoire de la pensée est vaste, et nous n'avons fait qu'effleurer la surface. Si cette vidéo vous a fait réfléchir, si elle vous a donné un nouvel outil mental, alors nous avons rempli notre mission. La curiosité, c'est le moteur qui nous pousse et vous en êtes le carburant. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous nous consacrons à sauver les grandes idées du passé pour éclairer notre présent. Cliquez sur j'aime si vous avez apprécié le voyage et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui aurait besoin d'entendre ce message. Dites-moi dans les commentaires quelle phrase ou idée d'Emerson vous a le plus marqué. Avez-vous du mal à faire confiance à votre intuition? Vous sentez-vous connecté à la nature? Je veux vous lire et poursuivre la discussion là-bas. Je suis votre hôte dans cette aventure de la connaissance. Rappelez-vous, l'éducation est un voyage qui dure toute la vie et il n'est jamais trop tard pour commencer à penser par soi-même. On se retrouve au prochain épisode. D'ici là, gardez les yeux ouverts, l'esprit en éveil et l'âme libre. Au revoir. Mais attendez, il y a un détail de plus. Emerson parlait aussi de l'amitié. Il disait qu'un ami est une personne avec qui l'on peut être sincère. Valorisez ces amis qui vous permettent de penser à voix haute. La solitude était nécessaire à la réflexion, mais la communauté était nécessaire à la croissance. Ne vous isolez pas dans votre tour d'ivoire.
Descendez sur la place publique, parlez, débattez, vivez. L'équilibre entre la solitude et la société est l'art de vivre. Emerson le savait. Il passait des heures dans son bureau, mais sortait toujours dîner avec sa famille et marchait avec ses voisins. Sa maison à Concorde, connue sous le nom de Bush, avait toujours ses portes ouvertes. Des pèlerins du monde entier venaient lui rendre visite. Il les recevait avec courtoisie, cherchant toujours l'étincelle divine chez chaque visiteur. C'est cela, la véritable hospitalité intellectuelle. Ne pas imposer ses idées, mais créer un espace où les idées des autres peuvent fleurir, être un hôte de la pensée. Et en parlant de fleurir, rappelons son amour pour le jardinage. Emerson plantait des poiriers et des pommiers. Il savait que les idées, comme les arbres, prennent du temps pour porter des fruits. Patience. Dans un monde d'immédiateté, de gratification instantanée, la patience est un acte de rébellion. Donnez-vous le temps de comprendre qui vous êtes. Vous n'avez pas à tout résoudre aujourd'hui. La vie n'est pas une course de vitesse, c'est une exploration. Et comme tout explorateur, vous vous perdrez parfois. Cela fait partie de la carte. Emerson s'est perdu de nombreuses fois avant de se trouver. Même dans ces dernières années, alors que sa mémoire lui faisait défaut et que la démence embrumait son esprit, il a gardé sa dignité et son sourire. Il savait que son essence était au-delà de son cerveau physique. Il est mort en 1882. Mais comme nous l'avons dit au début, son feu ne s'est pas éteint. Il a été transmis à Whitman, à Frost, au Beatnik et maintenant à nous. Nous sommes les héritiers de cette flamme. Nous avons la responsabilité de ne pas la laisser mourir, de continuer à questionner, de continuer à chercher, de continuer à avoir confiance. Alors saisissez cette flamme, utilisez-la pour éclairer vos propres zones d'ombre, pour remettre en question ce que l'on vous dit être impossible, pour créer votre propre chemin. Rappelez-vous cette phrase, adopte le rythme de la nature, son secret est la patience. Respirez profondément, regardez le ciel et ayez confiance. Merci encore une fois, votre temps est la ressource la plus précieuse que vous ayez et je vous remercie de l'avoir partagé avec moi. C'est une communauté d'apprentissage et vous en êtes la partie vitale. On se retrouve très bientôt avec un autre grand penseur. Peut-être Nietzsche, peut-être Platon, peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas encore. L'aventure continue. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez. Aidez-nous à faire en sorte que l'algorithme favorise la pensée critique. À la prochaine.